Bonjour à tous. Donc, avant de commencer le chapitre 3, qui parle de l'énergie électrique, énergie chimique, conversion et stockage, donc grosso modo, il parle des piles et électrolyseurs. On va tout d'abord commencer par un petit résumé sur l'aspect thermodynamique et cinétique d'une réaction d'oxydoréduction afin de faire une initiation à la notion de pile et électrolyseur. Donc, considérons une réaction d'oxydoréduction qui met en jeu deux couples redox, OX1-RED1 et OX2-RED2. Pour savoir qui réagit avec qui, c'est-à-dire pour savoir le sens d'évolution de la réaction, le sens spontané, on utilise l'aspect thermodynamique. Donc, on a vu en MPSI en première année la règle de gamma. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Donc, pour appliquer cette règle de gamma, il faut donc comparer normalement le potentiel d'oxydoréduction. L'année dernière, vous avez vu le potentiel standard, mais ici, on va comparer le potentiel d'oxydoréduction des deux couples. On prend ici, bien sûr, pour un système électrochimique. On prend ici E2 supérieur à 1, par exemple. Donc, si j'applique la règle de gamma, je sais que le OX2 serait plus fort que OX1 puisque E2 supérieur à 1. À l'inverse, le RED2, c'est le plus faible que RED1 ou RED1 est plus fort que RED2. On applique la règle de gamma, donc la réaction spontanée, donc elle serait l'oxydant le plus fort qui est OX2 réagit avec RED1 pour donner OX1 et RED2. Ça, c'est la réaction spontanée. Maintenant, la réaction en sens inverse, c'est-à-dire OX1 réagit avec RED2 pour donner OX2 et RED1, n'est pas possible du point de vue thermodynamique. Plus précisément, elle n'est pas spontanée, mais on peut la réaliser par électrolyse. C'est-à-dire, il faut une action extérieure, une intervention extérieure pour la réaliser. Donc, la réaction inverse, elle serait une réaction forcée. Donc, l'inverse d'une réaction spontanée est une réaction forcée. Donc, la réaction qui n'obéit pas à la règle de gamma ou qui est inversée, donc ça serait une réaction forcée. On commence maintenant par une réaction qui est possible thermodynamiquement, c'est-à-dire la réaction numéro 1, OX2 réagit avec RED1 pour donner OX1 et RED2. Bien sûr, je me place toujours dans le cas où E2 est supérieur à E1. De point de vue cinétique maintenant, on distingue trois cas. De point de vue cinétique, on distingue trois cas. Dans le chapitre 1 et 2, on a vu deux cas en réalité, parce qu'on a parlé de la notion de corrosion, où il y a ce qu'on appelle un potentiel mixte. Ici, dans le premier cas où la réaction est favorisée cinétiquement, je dois distinguer deux cas qui mènent en fait au même résultat, une réaction possible thermodynamiquement et cinétiquement. Mais il y a une petite différence qu'on va le voir. En ce qui concerne la notion de pile, les couples redox, les deux couples redox, celui qui s'oxyde, qui est le réducteur 1, il va être représenté par sa branche anodique. Celui qui réduit, il va être représenté par sa partie cathodique, ou branche cathodique. Nous avons vu que la branche cathodique, si elle est citée à gauche, je peux définir un potentiel mixte dans le cas de la corrosion. Dans le cas de la pile, l'anode et la cathode sont séparés. Donc, l'anode et la cathode ne sont pas soumis au même potentiel. On va appeler EC le potentiel de la cathode
EA le potentiel de l'anode. Dans le cas d'une pile, le EC est supérieur forcément à EA. Afin de trouver la réaction favorisée cinétiquement, on cherche les potentiels EC et EA qui réalisent IA est égal à moins IC, qui réalise le courant anodique est égal à moins le courant cathodique. Et donc, ce qu'on voit ici sur la courbe, c'est que EC doit être supérieur puisque la branche cathodique est située à droite. Et EA, elle est inférieure à EC puisque la partie anodique est située à gauche. Donc, dans le cas d'une pile, on appelle tension au bord de la pile U est égal à EC moins EA. Cette tension, on le mesure lorsque la pile débite, c'est-à-dire lorsque la pile elle est branchée à un circuit extérieur où il y a un courant qui circule. Alors qu'on appelle la force électromotrice de la pile la différence entre E2 et E1. E2 moins E1, on l'appelle delta ETH ou bien aussi E0, la force électromotrice de la pile. Dans le cas d'une réaction spontanée, nécessairement delta ETH ou E0 est supérieur ou égal à la tension au bord de la pile. Si j'ai le cas inverse, la réaction est bloquée ou bien la réaction est non spontanée ou bien elle est forcée. C'est ce qu'on va voir par la suite. Maintenant, le deuxième cas, si maintenant EC est égal à EA, j'ai toujours la branche cathodique à droite de la branche anodique, mais dans ce cas-là, EA devient égal à EC. Dans ce cas-là, j'ai toujours le U qui vaut 0, cette fois-ci elle est inférieure à delta ETH qui est positif et non nul, et j'ai IA est égal à moins IC pour un seul potentiel commun à l'anode et la cathode. Et ça nous rappelle bien sûr le phénomène de corrosion, et ce potentiel commun est appelé le potentiel de corrosion ou bien le potentiel mixte. Le troisième cas, la réaction, bien sûr, à noter avant de passer au troisième cas, que dans les deux processus que j'ai considérés, je n'ai pas parlé de la notion de rapidité de la réaction. Une réaction, elle est rapide si son courant anodique qui vaut I de corrosion, si vous voulez, est grand, parce que la vitesse de corrosion est, ou bien la vitesse est proportionnelle à l'intensité du courant. Ici, je ne parle pas de la rapidité, ni lent ni rapide. L'essentiel, il y a une réaction, donc un courant non nul. Dans le troisième cas, la réaction est bloquée cinétiquement. Bien sûr, cette réaction, elle est toujours spontanée. C'est-à-dire, j'ai toujours E2 supérieur à 1. Sauf que, à cause de cette tension anodique et cathodique, la courbe, la branche cathodique serait déplacée à gauche de la courbe, la branche anodique, tel que ce cas-là. Donc, à cause de cette tension, que ce soit anodique ou cathodique, bon, la branche anodique, elle est déplacée par cette tension à droite, la courbe, la branche cathodique, elle est déplacée à gauche. Du coup, je ne peux pas trouver un potentiel réalisant IA est égal à moins IC différent de 0. Et donc, je ne peux pas définir un potentiel mixte, ni deux potentiels EA et EC réalisant IA est égal à moins IC. Et donc, dans ce cas-là, la réaction est dite bloquée cinétiquement. Elle peut être faite thermodynamiquement puisque E2 est supérieur à 1, mais elle est bloquée cinétiquement parce qu'il n'y a pas un domaine ou bien un intervalle de potentiel réalisant IA est égal à moins IC. Bien sûr, l'existence de cette tension amène la branche cathodique à droite
de la branche anodique, ce qui ne permet pas d'avoir un potentiel mixte ou bien un couple de potentiels réalisant IA est égal à moins IC. La réaction est bloquée cinétiquement. Maintenant, on va passer au deuxième cas, où là, je vais essayer de voir comment je peux réaliser la réaction qui est impossible ou bien qui est non spontanée, qui est forcée. La réaction telle que OX1, cette fois-ci, il réagit avec 2 pour donner un OX2. Cette réaction ne se fait pas du point de vue thermodynamique spontanément. Eh bien, ceci n'est possible que si on intervient. C'est-à-dire, je dois appliquer à la cellule électrochimique que je définis une différence de potentiel UAC. Cette fois-ci, le potentiel anodique serait supérieur au potentiel cathodique. Par l'intermédiaire, bien sûr, d'un générateur extérieur qui va imposer un courant circulant à travers le circuit. Dans ce cas-là, la réaction est forcée et on parle d'une électrolyse ou bien la cellule, elle forme un électrolyseur. Donc, on va étudier l'aspect cinétique par l'intermédiaire du courbe intensité-potentiel. Le cas où E2 est inférieur à 1 est le suivant. Le cas où ETH2, plutôt le cas où ETH2 est supérieur à ETH1 est le suivant. Autrement dit, la branche anodique et la branche cathodique sont situées, l'anodique à droite et la cathodique à gauche. Ça se ressemble un peu au troisième cas de la réaction spontanée, mais cette fois-ci, le delta ETH est négatif. Dans ce cas, je dois, pour trouver IA est égal à moins IC sur les deux courbes, je dois appliquer une tension qui vaut EA, tel que EA toujours le potentiel d'anode, moins EC, tel que EC le potentiel de la cathode, réalisant ainsi un courant anodique sur la branche anodique est égal moins le courant cathodique sur la branche cathodique. Donc, qu'est-ce que je vais apercevoir? Forcément, cette différence de potentiel entre l'anode et la cathode est forcément supérieure à delta ETH. Si U est supérieur à delta ETH, dans ce cas, la réaction est forcée. Elle ne peut pas être spontanée. Bien sûr, comme j'ai réalisé IA est égal à moins ici, la réaction est cinétiquement favorisée. Mais il faut apercevoir que dans le cas d'un électrolyseur, la différence de potentiel, je le définis comme étant le potentiel d'anode moins le potentiel de la cathode qui serait positif. Alors que dans le cas d'une pile, c'est EC moins EA qui est positif. Dans ce cas, je parle d'un électrolyseur et je dois appliquer une différence de potentiel supérieure à delta ETH afin que je puisse définir un courant anodique et un courant cathodique opposé sur les deux branches où la réaction spontanée est impossible car il n'y a pas un potentiel mixte que je peux le définir. Donc, pour réaliser ce cas, on va voir ça dans le chapitre suivant. On peut faire ça soit à intensité du courant imposé, c'est-à-dire je vais choisir l'intensité du courant à appliquer. Cette intensité du courant, elle définit le EA. Donc, une fois que je choisis I, je projette sur la courbe pour déterminer EA. Je prends moins I, qui est IC, et puis je projette sur la courbe la branche cathodique pour déterminer EC. Et donc, je peux par la suite déterminer UAC qui est égal à EA moins EC. Ou bien, une deuxième méthode, il faut appliquer une différence de potentiel, bien sûr, supérieure à delta ETH. Si j'ai cette différence de potentiel, je dois le placer sur l'axe des abscisses afin de trouver que IA qui correspond à EA doit être égal à moins IC qui correspond à IC. Tout ça, on va y revenir dans le chapitre
le chapitre 3. Voici donc un résumé de l'électrolyse et la pile ou bien